Bon, mais bonjour tout le monde. Bonjour. Merci d'être venus si nombreux ce soir. Ouh, non, c'est pour rire. Donc, la conférence que je vous propose, en fait, vous savez, chez moi, c'est toujours comme quand on va au restaurant et qu'on ne sait pas ce qu'on va manger, c'est le chef qui décide. Donc, le menu du jour, ça va être, on va parler de la connaissance en photographie. On va parler du fait que comprendre un certain nombre de notions et les maîtriser, ça vous permet de créer des photos juste inouïes, sans avoir jamais besoin de passer ni par la retouche, ni par des outils comme l'intelligence artificielle ou ce genre de choses. Tout mon travail de formatrice en photo a toujours été d'essayer de vous donner des outils pour que vous soyez profondément libre de créer les photos que vous avez dans la tête. Une bonne démarche quand on est photographe, c'est d'être arrivé à cette activité parce qu'on a quelque chose au fond du cœur qu'on a envie de dire. Ça, c'est la bonne démarche. Si on vient dans cette activité en se disant bah, « je ne sais pas quoi faire comme métier, je vais faire ça », ou « ça a l'air facile, je vais être photographe », ou « je vais être connu, célébré, adoré par les foules, je vais être photographe », ou « je vais être riche, je vais être photographe », c'est une erreur. Hein ? Vous ne serez jamais riche en étant photographe. Le photographe le plus riche de France, c'est Yann Arthus Bertrand. Alors Yann Arthus Bertrand n'est pas devenu riche par la photo. Il est devenu riche parce qu'il est le fils de son papa, qui est un artisan joaillier très riche. Donc, la bonne démarche, c'est lorsqu'on vient à la photographie, parce qu'on a quelque chose dans le cœur, qu'on n'arrive pas à donner aux autres d'une autre façon que par la photographie. Certains vont venir à l'art par la musique, par la poésie, par l'écriture, par la sculpture. D'autres viendront à l'art par la photo. La bonne démarche, c'est ça. Si vous n'avez pas cette démarche au départ, eh bien vous vous trompez. Vous vous trompez de vie, vous vous trompez de métier, vous vous trompez de plein de choses. Et c'est de ça dont je vais vous parler. Je vais vous parler de comment on fait lorsqu'on a quelque chose à dire au monde, quelque chose qui tient à notre cœur, comment on fait pour que cela apparaisse et que cela apparaisse d'une manière suffisamment belle pour que ça en vaille la peine. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Et donc cette conférence s'appelle « La connaissance, c'est le pouvoir ». Donc vous avez vu la photo, vous avez vu depuis 5 minutes à l'écran. Eh bien cette photo a été réalisée sans aucun traitement d'image. Comme je vous le montre, j'ai pris la première photo que vous avez vue et puis j'ai reculé dans mon studio et j'ai fait la deuxième photo. Donc cette photo, c'est un très long travail de préparation avec un coiffeur, un maquilleur, des décors, une mesure de la lumière, un placement des éclairages, une réflexion en amont. Mais une fois que j'ai appuyé sur le déclencheur, mon travail est terminé. Alors, ça n'est pas parce que je suis une personne extraordinairement belle, géniale et intelligente. C'est parce que j'ai appris à le faire. Ça veut dire que n'importe qui peut apprendre à le faire. Ça ne nécessite pas d'avoir des compétences particulières. C'est de l'application simple, méthodique, de lois, de l'optique, d'apprentissage lié à la culture de l'art et à la culture de la photographie, mais tout cela s'apprend. Donc, gardez à l'esprit dans tout ce que je vais vous montrer que la création de l'image, c'est une activité qui, comme tous les arts, s'apprend. Si un jour vous êtes, je ne sais pas, si vous avez fait les beaux-arts par exemple, et vous avez appris à peindre, vous avez appris à sculpter, vous avez appris à faire des choses qui étaient du domaine de l'art, et bien tout cela s'apprend. Alors évidemment, il y a une partie, les 1% qui vont faire de vous quelqu'un de génial, ça on ne l'apprend pas. Mais on n'a pas besoin de ça pour avoir une activité où on va gagner sa vie et on va être heureux de le faire. On commence, il y a peut-être des gens parmi vous qui ne me connaissent pas. Comment ça, il y a des gens qui ne me connaissent pas? Non, c'est pas possible. Bon, alors qui je suis? Alors je vous montre un peu mon travail, comme ça vous allez comprendre.
Alors je vous ai montré cette première vidéo très rapide, très courte, qui dure 1 minute. Ce que je fais en studio. Mais ce que je fais, je ne le fais pas qu'en studio. Pourquoi? Eh bien parce que le studio, ça n'est pas un lieu physique. Le studio, c'est une façon de penser l'image. Et on peut faire de la lumière studio, de la photo studio, n'importe où dans le monde. Au bord de la mer, sur une haute montagne, dans une caverne, sur un bateau, où vous voudrez. Et c'est ce que je vais vous montrer dans la deuxième vidéo. Donc, ça c'était juste la petite introduction pour vous montrer où je veux vous amener. Le plus important, je crois, lorsqu'on est photographe ou qu'on aime l'image, c'est de concevoir cette première idée, qui n'a l'air de rien, mais qui, si vous la réfléchissez, vous la mûrissez longtemps, va vous permettre d'aller au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer pouvoir faire à l'heure actuelle. Cette idée, c'est que rien n'existe en soi. Rien. Vous êtes en train de me regarder. Ce n'est pas moi que vous voyez. Ce que vous voyez, c'est la réflexion de la lumière sur ma peau. Vous ne voyez qu'un reflet. La réflexion de la lumière, c'est un reflet. Selon comment la lumière va arriver sur moi, selon la qualité de celle-ci, selon la quantité, le contraste, la distance, l'angle, la couleur, etc., vous allez me voir différemment. Pourtant, je serai toujours la même personne. Si on éteint la lumière et qu'on est dans le noir absolu, je ne cesserai pas d'être là. Pourtant, vous ne me verrez plus. Tout ce que vous voyez avec vos yeux peut être transformé. Peut être transformé par les 7 caractéristiques de la lumière, quantité, qualité, contraste, couleur, angle, distance et rôle. Tout cela, c'est le travail du photographe. Le travail du photographe, c'est de faire apparaître sur la photographie ce qu'il veut faire apparaître, et non pas ce qu'il voit. S'il photographie ce qu'il voit, il n'est pas un photographe, il est un photocopieur. Quand on commence la photographie, on regarde quelque chose, et en général, ça se passe le moment où le soleil se couche. Et on se dit « Ah, qu'est-ce qu'il est beau ce coucher de soleil !» Et on veut faire la photo pour avoir sur la photo le même coucher de soleil que ce qu'on voit avec les yeux. Et on n'y arrive pas. Et on n'y arrive jamais. Pourquoi? Mais parce que ce que vous voyez avec vos yeux quand le soleil se couche, ça n'est pas que le coucher de soleil. C'est le fait que la journée a été très chaude, vous avez eu chaud et d'un coup, il va faire plus frais. C'est le fait que l'air change d'odeur,
que les cigales commencent à se calmer. C'est le moment où vous savez qu'il y a un apéro avec vos amis et que vous allez passer une super soirée. C'est le moment où le bruit cesse dans la ville. Et tout cela ensemble fait une expérience mentale qui est celle que vous voyez quand vous voyez le coucher de soleil. Mais vous ne voyez pas que le banal soleil qui se couche avec l'atmosphère, le rougeoiement, la loi de Rayleigh et ce genre de choses. Alors je glisse de temps en temps les informations de nature scientifique pour ceux qui parmi vous ont fait des études de sciences. Donc la loi de Rayleigh, c'est ce qui fait que nous voyons que le ciel devient rouge lorsque le soleil se couche. Donc rien n'existe en soi. Et c'est de ça que je vais vous parler maintenant. Je vous montre 2 photos, et ces 2 photos ont été réalisées à 1 minute d'intervalle. Ça se passe dans un château dans la région de Limoges. Oui, parce que je vais aussi travailler à Limoges. Et si vous regardez, donc la jeune fille est devant une fenêtre, et la question que je vous pose, c'est est-ce qu'il fait nuit ou est-ce qu'il fait jour? Enfin, quand j'ai fait la photo, est-ce qu'il faisait nuit ou est-ce qu'il faisait jour, plus exactement? À votre avis? Alors, c'est une conférence participative. Donc il va falloir que vous vous exprimiez. Alors, arrête de chercher des pièges partout, toi. Alors, on va faire à main levée. Qui pense que c'est le jour? Ouais, on va dire un petit tiers. Qui pense que c'est la nuit? Eh bien, merci, vous n'avez aucun moyen de le savoir. Alors moi, je le sais. En réalité, c'est une photo qui est effectivement prise de nuit, mais elle aurait pu être prise de jour. Et on aurait pu donner l'impression qu'il faisait jour en extérieur, malgré le fait qu'il faisait nuit, même si on ne rajoutait pas de lumière à l'extérieur. Vous n'avez jamais essayé de faire une photo en mettant votre appareil photo sur un trépied pendant, je ne sais pas moi, 3 minutes en extérieur? Vous avez l'impression que c'est le grand soleil. Vous n'avez aucun moyen de le savoir. Pourquoi? Parce qu'on se fout de la réalité. Ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. Donc là, dans cette photo, comment j'ai fait? Effectivement, il faisait nuit. Donc, sur la deuxième photo, on a mis à l'extérieur 2 sources de lumière, donc 2 flashs, qui éclairaient la végétation en arrière-plan, derrière la fenêtre. Elle est éclairée, donc vous avez l'impression qu'il y a de la lumière et vous avez l'impression qu'il fait jour. Mais tout cela, ça n'est que de la photographie. La photographie, ça n'est pas de la vérité. La photographie, c'est le plus grand mensonge que l'homme ait jamais inventé. On vous fait croire des tas de choses. Vous n'avez jamais vu ces photos où, parce qu'on cadre un petit élément, on a l'impression qu'il se passe une situation, alors qu'en réalité, c'est tout à fait l'inverse qui se passe si on décadre. Bon, ça, c'est des choses qu'on apprend en école de photojournalisme. Ça. Mais en fait, tout cela, c'est de la photographie. Et on continue, je vous montre d'autres photos, vous allez comprendre. Une autre photo, le réel des autres est ennuyeux. Pourquoi? Parce qu'il y a ceux qui ne sont pas photographes comme nous, qui n'ont pas fait de démarche intellectuelle pour essayer de montrer les choses, et qui sont comme tout le monde, smartphone, photo, etc. Donc là, je vous montre une photo réalisée au smartphone d'une réalité, qui est celle que vous auriez vue si vous aviez été là et que vous aviez regardé avec vos petits yeux. Qu'auriez-vous vu? Eh bien, vous auriez vu un ciel tout gris. Alors, c'est une photo prise au mois de novembre, je crois, ou décembre. Un ciel tout gris, les feuilles tombées au sol, il fait froid. D'ailleurs, vous regardez, tout le monde porte des vestes. Vous vous dites, la photo, elle va avoir aucun intérêt. Mais moi, j'ai placé, regardez, j'ai placé un flash ici et un autre ici. Et ces flashs, je les ai équipés de gélatine de couleur, jaune-orangé. Si vous regardez cette lumière, vous voyez qu'elle est quasiment au même niveau que le visage du modèle. Et qu'elle va arriver avec un angle qui s'appelle l'angle du coefficient de Fresnel. Et l'angle du coefficient de Fresnel, c'est parce qu'il existe cette loi de l'optique que quand vous achetez un objectif, vous avez avec le pare-soleil. Le pare-soleil, il empêche la lumière d'arriver dans l'angle du coefficient de Fresnel. Pourquoi il empêche ça? Pour éviter que l'on ait du flair. Il se trouve que moi, j'en avais besoin de ce flair. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de donner l'impression que c'était la golden hour. Et que la lumière venait comme elle vient au moment de la golden hour, de manière horizontale, et que ça crée un léger voile sur l'image. J'avais besoin de donner l'impression qu'il faisait chaud, qu'il faisait beau. Comment j'ai fait? J'ai réglé mon appareil photo et je l'ai réglé à 2500 Kelvin. À 2500 Kelvin, votre correction des blancs fait que vous avez une image toute bleue. Tout ce qui est éclairé par la lumière du soleil, ou de ceux qui faisaient office de soleil derrière les nuages. Donc tout est bleu. Mais les flashs vont partir au moment où je vais déclencher mon appareil photo. Et les flashs vont envoyer
de la couleur, de la lumière avec de la couleur, parce qu'il y a des gélatines de couleur sur les flashs. Et il va se passer ça. Ça, c'est la photo qu'on réalise. Pareil, hein, il n'y a pas de retouche. Donc, on part d'une situation où il fait froid, il fait gris, tout le monde est malheureux. Et on pourrait se dire, bah, cette photo, ce n'est pas la peine de la faire. Sauf que moi, j'ai un petit problème, c'est que mon métier, alors mon métier, ce n'est pas formatrice en photo, mon métier, c'est photographe de mode et de publicité. Quand je fais une photo, ben, c'est rarement moi seul avec un mannequin. En général, j'ai des coiffeurs, des maquilleurs, des mannequins, des stylistes, enfin tout le bordel de l'équipe qui est venue, le directeur marketing, le directeur qualité, le directeur je ne sais pas quoi. Ils sont tous là. Et si je leur dis, ah ben non, on ne fait pas la photo, il pleut, ben eux, ils sont venus et puis moi, ça m'a coûté beaucoup d'argent. Donc je ne peux pas ne pas faire la photo. Donc il faut que je trouve une solution pour que la photo puisse être faite, même s'il ne fait pas beau. Ben voilà, regardez. On a l'impression d'un joli soir d'automne, il fait chaud, on est bien. Alors qu'en réalité, de faire moins de 12. Allez, on continue. Pareil, alors je vous montre plusieurs séries de photos, comme ça vous permet de voir. Alors, pareil, alors voici une autre photo prise au smartphone, et nous sommes dans l'intérieur d'un hangar en Normandie, un hangar dans lequel il y a des avions. Voilà, des petits avions. Là, vous êtes dans une situation où si vous êtes là, vous allez voir ça. Enfin, vous verrez pas ça parce que vos yeux sont capables de voir les différences de lumière, mais un appareil photo, en automatique, il va voir ça. Mais il suffit qu'on change un paramètre pour qu'on voit ça. Le paramètre, c'est quoi? Ben, c'est qu'on baisse l'exposition sur son appareil photo, on fait rentrer moins de lumière et on met un flash qui va éclairer la jeune fille. Mais là encore, c'est premier niveau, c'est premier degré. Ce n'est pas encore de la vraie photographie. La vraie photographie, c'est quand on va dire « je veux avoir ce que je veux ». Je ne veux avoir que des zones claires et des zones sombres. Je ne veux avoir que la construction d'une image. Et tout cela, c'est la même chose. C'est juste une histoire de choix, de stratégie, en fonction de connaissances qui vont nous permettre de faire apparaître l'image qu'on veut, comme on veut. Dans le même hangar, quelques minutes après, on se retrouve dans cette pièce. Alors cette pièce, c'est l'endroit où les mécaniciens rangeaient les pièces de moteur, etc. Et donc, vous avez vu, en soi, ça n'a aucun intérêt. Vous avez un mur qui est peint en gris et en jaune en bas. La pièce est obscure derrière. Mais vous avez vu, là aussi, j'ai installé 2 flashs. Sur ces flashs, j'ai mis des gélatines cyan. Je sais que le bleu-vert, lorsqu'il va arriver sur ce mur, ça va bien me donner du bleu-vert, du cyan. Mais lorsque ça va arriver sur le jaune, ça va faire du vert. Si je connais un petit peu mes lois d'harmonie des couleurs, je sais que pour que ça fonctionne parfaitement bien, il me faut rajouter une 3e couleur qui est le orange. Donc dans la pièce, je vais mettre du orange. Et ça va me donner, si ça veut bien, ceci. Là aussi, il n'y a pas de Photoshop, il n'y a rien de particulier, il y a juste de la mesure, de la lumière, du placement de l'appareil photo. Pareil, alors vous avez une jeune fille qui marche sur l'eau. Alors ce n'est pas la cousine de Jésus, c'est juste une jeune fille qui est sur une petite caisse qui est placée à fleur d'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez agir sur la lumière, mais vous allez agir aussi sur l'univers dans lequel vous allez vous trouver. Et vous allez le transformer lui aussi, par exemple. Cette photo. Alors cette photo, je l'ai réalisée un jour dans mon studio parce qu'on devait aller à la mer, et ce jour-là, il faisait un temps exécrable. Il était impossible de faire la photo dehors, parce que le matériel n'aurait pas à supporter et tout. Et la réalité, c'est qu'on est dans mon studio, on a mis une bâche agricole, on a mis deux plaques de carrelage devant. Ça, là, cette partie-là, en fait, c'est les repose-pieds qu'il y a sous les tables, vous savez, pour mettre les... C'est les repose-pieds. Voilà. Donc on a fait croire que c'était une échelle. Voilà, on fait croire que c'est une échelle comme si on sortait de l'eau. Parce que, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez quelqu'un dans l'eau, vous voyez 2 trucs métalliques qui remontent, vous pensez que c'est une échelle. En fait, ce n'est pas une échelle, c'est un repose-pied. Mais peu importe. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on veut faire croire. La photographie, je vous ai dit, c'est le plus grand mensonge du monde. Vous faites apparaître en image ce que vous voulez faire apparaître. De la même manière, au fond de mon studio, il y a un grand bâtiment en ruine, plein de désordre. Généralement, je me retrouve avec des gens qui viennent apprendre la photographie avec moi et qui me disent « Oui, mais toi, tu as toujours des décors extraordinaires. » Je dis « Mais non, je n'ai pas des décors extraordinaires. J'ai des décors si peu intéressants que la plupart des gens. Mais en revanche, je l'éclaire. Cette photo qui n'est pas trop mal, lorsqu'on la regarde en vrai, bah, c'est juste un tas de bordel, etc., avec des flashs. Vous n'avez pas besoin d'avoir quelque chose d'extraordinaire à photographier pour que la photo soit belle. Ce qui va rendre la photo intéressante, c'est ce que vous avez dans la tête. Ce n'est pas ce qu'il y a à photographier. Si vous vous dites « je ne peux pas faire une bonne photo parce que ce que j'ai à photographier est moche », vous n'y arriverez jamais.
Pourquoi vous n'y arriverez jamais? Ben, vous allez vous dire, il me faut un lieu plus beau. Alors, vous allez louer une villa d'architecte, je sais pas, à Monaco, qui va vous coûter 200 000 € la journée. Puis après, vous allez dire, ah oui, il me faut une plus belle personne. Alors vous allez employer un mannequin international qui coûte 100 000 balles par jour. Vous allez dire, oui, mais je n'ai pas le bon matériel. Alors vous allez acheter un Phase One, le dernier, qui vaut 70 000 €. À la fin, vous serez endetté à vie, vous aurez vendu vos organes, mais vous n'aurez toujours pas la bonne photo. Parce que la bonne photo, elle est dans votre tête. Et on peut faire des photos extraordinaires avec un matériel très basique. Avant de travailler avec le matériel que j'ai maintenant, pendant des années, j'ai travaillé avec des flashs chinois. Tao, là-bas, peut vous en parler, parce qu'elle les a manipulés pendant longtemps. Alors, mes flashs chinois, je les avais payés 19 $. Alors, c'était des flashs à 19 $. Et pendant longtemps, j'ai travaillé avec un boîtier photographique qui était un Canon 300D, que j'avais payé à l'époque 1 200 €. Voilà. Et j'ai fait 5 ans de ma carrière avec ce matériel-là. Que vous éclairiez avec un flash à 19 $ ou que vous éclairiez avec un flash à 22 000 €, c'est toujours de la lumière. La seule différence entre les deux, c'est que c'est la même différence qu'entre une Rolls et une Dacia. La Dacia, on a mal au cul, parfois ça tombe en panne, c'est pas très efficace, etc. Mais ça va quand même du point A au point B comme une Rolls. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Allez, on continue. Oui, pareil, autre photo. Par exemple, voilà, j'avais besoin pour cette photo de montrer un homme qui était en lévitation. Alors j'aurais pu faire comme tout le monde fait, c'est-à-dire on fait la photo, on met un tabouret, on fait la photo, on efface, et puis avec Photoshop, et puis voilà. Mais ce n'est pas la peine, parce que c'est tellement plus rigolo de le faire sans Photoshop. Et surtout, rappelez-vous, alors vous êtes des professionnels dans cette salle, pour certains d'entre vous, le temps que vous passez sur votre ordinateur, ce n'est pas du temps que vous passez ni pour gagner plus d'argent, ni pour passer avec votre famille. Imaginez simplement que vous disiez, voilà, cette photo, il suffit de la prendre verticale. Le monsieur, il saute en l'air. Et après, je tourne la photo. Je n'ai pas besoin d'aller sur Photoshop. Avant de faire des essais, avant de retoucher, etc., réfléchissez. Et vous allez vous rendre compte qu'en réfléchissant un petit peu, vous allez vous économiser des heures de retouche, de travail inutile. Pareil, vous avez besoin de voir une photo, une modèle au-dessus de vous, comme ça. Pareil, on va la mettre au-dessus d'une vitre. Et vous mettez en dessous. Vous faites ce que vous voulez. De la même manière. Alors là, cette photo. Vous vous dites, c'est une jolie soirée, il fait chaud. Alors, on est au Portugal. Sauf que cette photo, on l'a prise à midi. Et l'endroit où on voulait faire la photo, qui est une espèce de petit patio, une petite cour, il y avait le soleil qui arrivait, qui faisait de l'ombre, et il y avait un mur totalement en l'ombre et au-dessus, totalement dans la lumière. Comme ça. Je vous ai dit tout à l'heure que rien n'existait. Comment j'ai fait? J'ai fait de la manière suivante. Je vous ai dit, si je supprime toutes les lumières, on est dans le noir absolu. Donc, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? J'ai baissé l'exposition de mon appareil photo de 5 IL, 5 diaph, sur la partie la plus claire. Une fois que j'ai fait ça, mon appareil photo, si j'avais fait la photo, j'aurais eu une photo toute noire. Et après, il me suffisait de mettre des flashs plus puissants que mon réglage d'appareil photo pour avoir ça. Donc, je me moque de l'heure qu'il est. Je me moque que d'avoir un mur tout blanc, tout noir. Ça n'a pas d'importance. Je suis photographe. Et donc, j'écris avec de la lumière. On continue. Alors là, je vais vous montrer une photo et je vais vous l'expliquer, cette photo. Donc cette photo, vous avez une jeune fille qui porte une petite robe noire très bien ajustée. Elle est tellement bien ajustée qu'en fait, elle n'a pas de robe, elle est toute nue. Ce que vous voyez, ce n'est pas une robe, c'est de l'ombre. C'est une absence de lumière, plus exactement. Comment on fait? Déjà, on se projette dans ce qu'on veut voir. J'ai besoin d'un fond uniformément blanc. Un fond uniformément blanc, c'est facile. C'est un éclairage du fond à 3,33 IL. Donc, je place 2 sources pour que le fond soit parfaitement blanc. Ensuite, je m'assure que mon modèle est suffisamment loin du fond pour que la lumière réfléchie par le mur ne vienne pas gommer les bords du sujet de manière à avoir des bords bien nets. Deuxième étape. Troisième étape, je m'assure que la lumière qui arrive sur le modèle est inférieure par rapport au réglage de mon appareil photo d'au moins 4 diaph, 4 IL. Une fois que j'ai fait ça, il ne me reste plus qu'à placer une lumière qui va venir éclairer le haut du corps du modèle. Et j'ai besoin que cette lumière soit parfaitement nette, parfaitement dessinée. Je sais qu'il existe un type de lumière parfaitement dessinée, et vous la connaissez, parce que vous êtes allé au moins au théâtre une fois dans votre vie, ou au cirque, et vous savez, parfois, il y a l'acteur qui est sur scène et il y a un rond de lumière autour de lui.
Ben, ce rond de lumière, c'est fait par un instrument qui s'appelle une poursuite. Et bien là, il y a une poursuite qui éclaire le haut du corps du modèle. Et je fais la photo. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que je peux avoir une modèle dont je fais croire qu'elle porte une robe noire alors qu'en réalité, elle est intégralement nue. Rien n'existe que ce que vous voulez faire exister. En fait, la connaissance, c'est le pouvoir. Vous n'imaginez pas à quel point il est agréable pour un photographe de maîtriser suffisamment la photographie pour pouvoir dire à son client « je te fais ce que tu veux ». Tu veux quoi? Tu veux qu'il fasse beau, tu veux qu'il fasse nuit, tu veux que le ciel soit bleu, vert, rouge, à pois? Regarde, tac, et la photo apparaît sur l'écran et le client dit « ah, incroyable ». Ça n'est pas du génie, ça n'est rien d'autre que du savoir. Et ça signifie qu'il faut apprendre. Alors désolé les amis, je n'ai pas de solution magique pour vous apprendre la photographie. Si vous voulez progresser, il va falloir travailler. Il va falloir que vous vous épuisiez pour apprendre. Et vous allez voir qu'il y a des tas de choses à savoir, notamment ceci. Cette chose, c'est l'une des choses les plus importantes. Si vous voulez faire des beaux noirs et blancs, la plupart des gens qui font du noir et blanc ne savent pas faire du noir et blanc. Ils ne comprennent pas la théorie profonde du noir et blanc. La théorie profonde du noir et blanc, c'est qu'il n'existe que deux noirs et blancs qui fonctionnent. Le noir et blanc en harmonie riche et le noir et blanc en harmonie pauvre. Le noir et blanc en harmonie riche, c'est Henri Cartier-Bresson. Le noir et blanc en harmonie pauvre, c'est Jean-Baptiste Mondino. Voilà, deux univers. Et tous les deux fonctionnent parce qu'un noir et blanc parfait fonctionne lorsqu'il contient un contraste marqué. C'est quoi le contraste? Le contraste, ce n'est pas la petite tirette que vous avez sur Photoshop quand vous montez le contraste. Le contraste, c'est ce qui va renseigner votre cerveau lorsqu'il manque l'information de couleur. Vos yeux, ils voient en couleur, enfin votre cerveau voit en couleur. Et donc lorsque vous regardez quelque chose, un volume, une forme, un cube, ce que vous voudrez, quand vous le regardez, vous êtes renseigné sur la forme qu'il a par la transformation graduelle des couleurs en fonction de la lumière. Sauf que si vous enlevez l'information de couleur, eh bien, il manque quelque chose de très important et vous ne visualisez pas bien les volumes. Pour bien visualiser les volumes, eh bien, il manque l'information de contraste. Sauf que le contraste, c'est quelque chose de totalement contre-intuitif en réalité. Et c'est ce que je vous montre justement avec l'échiquier d'Adelson, donc une expérience qui a été menée dans les années 90 par Edward Adelson. Si vous regardez, vous voyez deux cases, la case A et la case B. Vous avez l'impression d'avoir une case noire et une case blanche, enfin en tout cas une case gris foncé et une case gris clair. En réalité, ces deux cases ont exactement la même couleur et la même luminance. Exactement. Et je vous le prouve. C'est exactement la même luminance. Donc en réalité, cette case-là et cette case-là ont exactement la même couleur. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'une chose est plus claire ou plus sombre qu'elle n'est en réalité? Eh bien parce que vous êtes des êtres humains. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne voyez pas les choses pour ce qu'elles sont. Vous les voyez dans leur contexte. Lorsque vous regardez cette case, vous voyez que cette case elle est entourée de deux cases plus claires. Vous savez que sur un échiquier ou un damier, ça marche comme ça. Si vous avez une case noire, autour c'est des cases blanches et inversement. Et pareil de l'autre côté. Donc votre cerveau, il voit les choses comme ça. Mais en réalité, si on enlève le contexte et qu'on met, hop, une barre toute grise, comme ça, et que cette même barre, regardez, on la met devant un fond, ici c'est sombre, ici c'est clair. Donc vous avez l'impression que c'est l'inverse lorsque vous regardez la barre. Alors ça, je vous conseille ce soir, quand vous allez vous coucher, de méditer sur ça. Parce que si vous ne savez pas bien faire des noirs et blancs, que vous n'êtes pas vraiment content de vos noirs et blancs, réfléchissez à ça. Moi, je sais que j'ai réfléchi pendant 2 ans à cette histoire-là. Puis un jour, j'ai compris. Et ce jour-là, mais mon Dieu, j'ai commencé à faire des noirs et blancs magnifiques. Alors qu'avant, parfois ça marchait, parfois ça ne marchait pas. Parce qu'en fait, tout est là-dedans. Le contraste et l'impression de contraste. Un autre élément crucial en photographie. On a tendance à l'oublier, mais pourtant c'est décisif. On fait des photos, et les photos sont des éléments en 2 dimensions, hauteur, largeur. Pourtant, ce que nous photographions, le réel qui nous entoure, est en 4 dimensions, hauteur, largeur, profondeur et temps. Et en photographie, on va faire apparaître ou disparaître toutes ces dimensions-là. Et la première chose, lorsqu'on va parler de la profondeur, eh bien, ça va être
de comprendre la perspective. Alors, la perspective, ça devrait être quelque chose d'acquis pour la plupart des photographes parce que c'est élémentaire. C'est ce qui fait que, si vous savez ça, vous comprenez qu'il n'existe pas d'objectif déformant. Il ne peut pas exister d'objectif déformant. Je suis sûr qu'on vous a dit « Ah ben oui, attends, le grand angle, ça déforme. » Ben non, le grand angle ne déforme pas. Et s'il déforme, il faut le ramener d'urgence chez le fabricant parce que ça veut dire qu'il est en panne. Ce n'est pas le grand angle qui déforme. C'est que pour obtenir le même cadrage avec un grand angle qu'avec un 200 mm, eh bien on ne se met pas au même endroit. Et si on ne se met pas au même endroit, eh bien on ne voit pas la même chose. Vous avez sans doute vu sur Facebook, Instagram, des photos où vous avez le visage de la même personne prise au 200 mm, au 150, au 50, et au fur et à mesure, la tête devient de plus en plus énorme. Et vous regardez ça, vous dites « Ah oui, le grand angle, ça déforme. » Mais non. C'est que pour faire la même photo avec le même cadrage sur chacune de ces photos, ben on ne s'est pas mis au même endroit. Et si on ne s'est pas mis au même endroit, eh ben on ne voit pas la même chose. Non, je fais l'imbécile, mais il y a des choses qui sont évidentes, qui devraient être évidentes. Et pourtant, elles ne le sont pas pour beaucoup de gens. Alors, quand il s'agit de non-photographes, on peut le leur pardonner. Mais cette phrase-là, le grand angle déforme, je l'ai entendue dans la bouche de photographes professionnels. Et parfois même de professionnels reconnus comme tels. Alors je ne vous dirai pas les noms, ni la région. Il y avait donc 2 meilleurs ouvriers de France en photographie qui travaillaient en JPEG. Ces 2 estimables confrères, ils travaillaient en JPEG et ils ne travaillaient qu'au 50 mm. Pourquoi? Parce que le grand angle, ça déforme. Moi, les amateurs, je ne vais pas les embêter là-dessus. Ce n'est pas leur faute. Mais des professionnels, ce n'est pas possible. Et tout cela, c'est de la compréhension de la perspective et vous devez l'apprendre. Si vous l'apprenez vraiment, vous allez voir que vous allez faire des choses hyper intéressantes. Et donc, je vais vous donner 2-3 notions de perspective. Premièrement, l'horizon n'existe que pour vous seul. Il n'existe pas un horizon, il existe votre horizon. Et selon la hauteur où vous êtes placé par rapport à l'horizon, ben vous ne voyez pas le même horizon. Si vous êtes, ben par exemple, tous les deux, si vous regardez la mer, vous ne voyez pas le même horizon. Parce qu'en fait, ils n'ont pas du tout la même taille. Donc, en réalité, tout va varier en fonction du placement où vous allez vous mettre, vous, photographe. Deuxième élément, ben c'est ce que je vous disais, c'est la distance. Plus vous vous rapprochez, plus la perspective change. Et le dernier, c'est l'angle. Vous avez donc 3 possibilités pour changer la perspective. Vous rapprochez ou vous éloignez, monter ou descendre, et changer l'inclinaison de votre appareil photo. Et justement, ben c'est pour ça que je vous ai mis ces 2 photos. Cette photo, elle est prise avec un horizon au milieu. Donc je dois être à genoux à peu près, au niveau de la jeune fille. Mon appareil photo est absolument horizontal et je suis à 2,50 m du modèle. Là, c'est la même photo, sauf que je suis au ras du sol, avec un angle qui doit être à 20 degrés, ce qui fait que je vois le plafond. Et si on compare la longueur des jambes du modèle entre les deux, on voit que la longueur des jambes, là, elle fait 2,5 fois la longueur du buste, et là, elle fait qu'une fois et demie. Donc je transforme le réel. La perspective va nous permettre de faire plein de choses. L'important, c'est de comprendre que nous, êtres humains, nous voyons les choses avec des yeux et que ces yeux s'adaptent en permanence à ceux que nous voyons et aux situations où nous nous trouvons. Lorsque je traverse le passage piéton, j'observe ce qui arrive à droite et à gauche. Alors je regarde un peu de côté, mais s'il y a quelque chose qui bouge là, je le vois. Parce que mon cerveau est aux aguets qu'il peut arriver des voitures. Si je suis en train de lire, ben, ma vision périphérique, je l'oublie. Enfin, si de temps en temps, il y a mon chat qui saute, mais c'est tout. Donc je vais me concentrer sur mon livre. Donc je vais avoir une vision plus resserrée. Donc je m'adapte en permanence. Un appareil photo, un objectif, eh bien, il n'a qu'un angle de vision. Et cet angle de vision va changer toute notre perception des éléments dans l'espace et de leurs proportions relatives les unes aux autres. Et si nous comprenons comment les choses se passent les unes par rapport aux autres, eh bien, on peut les transformer à volonté. Et donc, on va parler de votre pire ennemi. Vous le connaissez, votre pire ennemi. Vous le connaissez même très bien. C'est vous-même. Et en photo, ce n'est pas tellement vous-même. C'est votre écran d'appareil photo. Alors, je ne sais pas s'il y a parmi nous des vieux photographes, oui, il y a des vieux photographes comme moi, qui ont commencé en argentique. Et en argentique, eh bien, il n'y avait pas d'écran. Donc comment on faisait quand on faisait une photo? Eh bien, on faisait une photo, on avait mesuré la lumière, etc. Et normalement, on savait que lorsqu'on allait développer le négatif, la photo serait correctement réussie.
Mais il y a ceux qui sont arrivés à la photographie plus tard et qui n'ont connu de la photographie que la photographie numérique. Ou quand on fait une photo avec son appareil photo numérique, la photo arrive derrière l'appareil photo. Et donc, il est naturel de se dire, lorsqu'on regarde la photo, de se dire, ben voilà, c'est la photo que je viens de faire. Eh bien non. Ceci n'est pas la photo que vous venez de faire, à aucun moment. Et si vous croyez, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, que ce que vous voyez sur le dos de votre appareil photo, c'est votre photo, eh bien, vous allez au-devant d'un crash industriel. Parce que c'est ce que font la plupart des photographes. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Vous avez vu la photo que vous avez vue tout à l'heure, mais en réalité, ça c'est une représentation graphique de votre photo. Et vous devez garder à l'esprit que votre photo, c'est ça. Tant que vous ne l'avez pas dématricée, alors on dit développée aussi, c'est-à-dire que vous n'êtes pas allé sur votre logiciel, votre Lightroom ou votre Capture One pour la faire apparaître, pour l'interpréter comme vous souhaitez l'interpréter. Parce que l'énorme avantage de la photo numérique, comme les photos qu'on faisait en argentique, les pellicules, sur les pellicules, on pouvait développer les choses comme on le souhaitait. Vous pouvez, si on mettait un bain un peu plus chaud, avoir des couleurs un peu plus vives, ou un bain un peu plus froid, avoir des couleurs un peu moins marquées. C'est ce qu'on faisait avant. Eh bien, en numérique, tant que je n'ai pas interprété ça, ma photo, c'est ça. Mais, hélas, pour la plupart des gens, la photo qu'ils regardent, c'est ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une photo du dos de mon appareil photo pour vous montrer ce que vous auriez vu si vous aviez vu la photo que vous allez voir tout à l'heure. Première photo, c'est ce qui apparaît lorsque je ne fais rien. Ça, c'est ce qui apparaît si je mets l'alerte sur exposition qui me dit « c'est cramé, n'y va pas, ne fais pas ça, ouh là là, sous-expose plus ». Donc là, n'importe qui face à ce cas de figure, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va diminuer son temps de pause, fermer son diaphragme, diminuer sa sensibilité, mettre un filtre ND et pleurer. Pourtant, cette photo, j'en suis très satisfaite. Je vais vous la montrer maintenant sur l'ordinateur. Alors pareil, j'ai photographié mon écran. Alors, vous allez voir que là, je la place selon le type de développement, je ne vais pas rentrer dedans, mais qui s'appelle la courbe standard. Et là, je mets l'alerte sur exposition. Gardez à l'esprit cette image où ça me dit « attention, c'est cramé » sur le visage du modèle. Comparons sur l'écran de l'ordinateur. Déjà, c'est plus cramé pareil. C'est moins cramé. Pour une raison simple, c'est que ce n'est pas cramé. Cette information, l'alerte sur exposition, d'abord, ça ne sert à rien. Oubliez-la. Mais surtout, ça ne vous dit pas c'est cramé, ça vous dit c'est plus exposé que ça ne devrait l'être. Selon une base. Quelle base? Eh bien, c'est la base du constructeur. Mais ça ne veut pas dire que c'est cramé. Et regardez maintenant, cette photo, on va la développer. On va juste changer une chose. On va changer la courbe de développement. On va la faire passer du standard au linéaire. Alors, je n'ai pas baissé l'exposition, je n'ai rien fait. J'ai juste changé le mode d'interprétation du fichier RAW que j'avais. Aucune perte d'information sur le modèle, elle est même un peu sous-exposée, je trouve. Comment je sais, quand j'ai pris ma photo, que ma photo, elle allait être bien exposée? Eh bien, parce que je n'ai pas regardé l'écran de mon appareil photo, puisque je sais qu'il me ment. J'ai regardé la seule chose dont je suis certaine. Vous avez été à l'école, et vous savez que les seules choses dont on peut être sûr, c'est les choses que l'on peut mesurer. Comment mesure-t-on la lumière? Eh bien, on mesure la lumière par le biais d'un outil qui s'appelle le luxmètre, parce que la lumière qui arrive sur un objet, ça se mesure en lux. Et donc, on le mesure avec un luxmètre. Et le luxmètre des photographes, ça s'appelle le posemètre indépendant. J'ai mesuré ma lumière au posemètre indépendant, j'ai donc réglé mon appareil photo comme il fallait, j'ai ma photo. Et je n'ai même pas besoin de regarder mon écran. Comment je fais? Je mesure ma lumière, je déclenche, je ne regarde même pas l'appareil photo. Je dis, elle vous plaît? Et je n'ai pas regardé. Et ce qui apparaît sur l'écran, c'est beau. J'ai mis des gélatines et tout. Tout ça, c'est de la mesure. Tout ça, c'est de la mise en place. Une fois que vous comprenez tout ça, ça marche tout seul. C'est comme un cuisinier. Un cuisinier, il y a des grands cuisiniers, en fait, ils appliquent une recette. Ils savent qu'ils mettent 500 g de farine, 3 œufs, un peu de machin, ils les mettent à feu doux pendant 12 minutes, puis le plat est bon. C'est pareil en photographie. Pareil, alors je vous montre, même idée. Alors là, je vous montre maintenant sur l'écran de l'ordinateur. Alors moi, je développe avec Capture One, mais avec Lightroom, c'est pareil.
Ça, c'est la photo telle qu'elle apparaît en film standard. On va mettre maintenant la même photo en courbe linéaire. Il n'y a pas de retouche, il n'y a rien, il y a juste, on a changé cet élément-là. Ensuite, on va aller voir, on va mettre l'alerte sur exposition, et on va voir ce qui me dit prétendument que c'est cramé. Alors, ça me dit que tout derrière c'est cramé et que sur le modèle aussi. Bon, on va vérifier, on va baisser l'exposition. Ben non, rien n'est cramé, à part les petites lignes là, mais là, ce n'est pas parce que c'est cramé, c'est parce que ce sont des reflets directs. Ça aussi, c'est une autre chose, mais je ne vais pas vous parler des lois de Snell-Descartes ce soir, mais gardez à l'esprit que tout cela n'est pas un problème de quantité de lumière. Donc ça veut dire que je sais, sans avoir besoin de regarder ma photo, qu'elle est parfaitement exposée, en la mesurant. Donc, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Tout le problème que vous avez sur l'exposition vient du fait qu'un jour, le numérique est arrivé, et que lorsque le numérique est arrivé, il est arrivé dans un univers où 100% des photographes faisaient de la photographie argentique, puisque ça n'existait pas, le numérique. Il se trouve qu'en argentique, lorsqu'on a un film, donc une pellicule, il vaut mieux sous-exposer ces photos. Pourquoi ? Eh bien parce que la chimie est beaucoup plus efficace dans les basses lumières. Donc qu'est-ce qu'on faisait quand on faisait des photographies en argentique ? Eh bien on sous-exposait un petit peu, et on sous-exposait en fonction du type de pellicule qu'on utilisait. Si on travaillait en Ilford, par exemple, on sous-exposait de 1 diaph. Lorsqu'on travaillait en Fuji, on sous-exposait d'1 diaph,3. Lorsqu'on travaillait en Kodak, on sous-exposait de 1,6. Et donc, les photographes qui se sont mis à faire du numérique, eh bien, ils venaient de l'argentique. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Au soleil, vous avez toujours, qu'il n'y a pas de nuage, f16. f16, centième de seconde, sans hasard. Eh bien, on savait que quand on se mettait au soleil, on allait sous-exposer un petit peu. On allait se mettre à f18 ou f20. Et donc, les photographes ont commencé à faire des photos avec les appareils photo numériques en sous-exposant. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que les photos qui apparaissaient sur les écrans, elles étaient toutes noires. Alors évidemment, ça n'aidait pas à vendre les appareils photo. Personne ne voulait en acheter. Qu'est-ce que se sont dit M. Canon, M. Nikon et M. Sony ? Non, pas Nikon parce qu'ils ne font pas d'appareils photo, ils font des climatiseurs. Il y a des Nikonistes dans la salle ? Oh putain. Qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Ils se sont dit, on va mettre un petit logiciel qui va surexposer artificiellement l'affichage des photos. Et ça. C'est ce qu'on appelle la courbe standard. Sur tous les appareils photo depuis le début du numérique, parce que les photographes avaient l'habitude de sous-exposer, eh bien on a mis un truc pour surexposer un peu l'image, enfin l'aperçu, pour vous donner l'impression que c'était bien exposé. C'est-à-dire que, imaginez que vous vivez dans un pays où il n'y a que des tournants à droite. C'est une île ronde, il n'y a que des tournants à droite. Et donc, les fabricants, ils font quoi ? Ils mettent le volant pour qu'il ne tourne qu'à droite, on ne peut pas tourner à gauche. Là, vous avez un truc qui a été inventé pour des photographes qui ont l'habitude de sous-exposer ou artificiellement, on surexpose. Et donc, tous les appareils photo, et même, c'est vrai pour Nikon, donc les mauvais appareils photo, mais c'est vrai aussi pour les bons. C'est vrai pour Phase One et tous les autres. Donc, quand vous faites votre photo, ce que vous voyez, c'est artificiellement surexposé. Et donc, pour voir la photo non sous-exposée, il faut ramener la courbe à ce qu'on appelle la courbe linéaire. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous appliquiez lorsque vous développez vos photos. Pareil, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que sinon je vais vous lasser, mais gardez ça à l'esprit. Un autre élément, à nouveau, j'essaie de déconstruire des idées pour que vous puissiez construire des choses qui vont vous permettre d'avancer. Les gens me disent en général, mais tes modèles, Nathalie, elles sont toutes grandes, belles, élancées. Alors c'est vrai, elles sont belles, mais elles sont parfois petites. Et il m'arrive très souvent d'avoir des petites modèles. Non, pas aussi petites, mais... Une de mes modèles favorites, elle faisait 1,60 m. Et en photographie, on a toujours l'impression qu'elle était très très grande. En réalité, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Moi, je ne travaille quasiment qu'allongé au sol. Donc j'allonge, par déformation de perspective, les modèles. Et donc, ça vous donne ce genre de photo. Mais ce n'est pas parce que la jeune fille est grande. Mais d'ailleurs, même si elle était grande en vrai, ça n'existe pas, ça. Pourquoi ? Eh bien parce que M. Léonard de Vinci nous a appris que la proportion du corps humain était à peu près toujours la même. C'est qu'un corps humain, c'est 7 fois la hauteur d'une tête. Ça a donné l'homme de Vitruve, par exemple. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'entre ma tête et mes hanches, il y a à peu près la même longueur qu'entre mes hanches et mes pieds. Et ça, c'est vrai que je sois grande ou petite. C'est vrai pour tout le monde.
Mais dans mes photos, mes modèles, leurs jambes font en général 2 fois plus que la longueur du buste. Ben, comment j'obtiens ça? Ben, par déformation, en jouant là-dessus. Et c'est ce qui a donné mon style à moi. Alors ça ne veut pas dire que c'est bien de le faire, mais c'est ce qui m'a permis à un moment donné de présenter une vision des choses et des gens. Et ça va donner un style, et ça donne après un style reconnaissable. Lorsque vous commencez à prendre des habitudes de travail avec vos couleurs, vos univers, les choses qui vous fascinent, etc., ben vous allez créer vos propres univers. Parce que le plus important dans tout ce que je vous explique, je vous dis, la connaissance, c'est le pouvoir. Ça, c'est très important parce que ça, c'est le charbon qui va faire avancer la locomotive de votre carrière. C'est une phrase complètement con. Oui, c'est ça. Enfin, c'est ce qui va faire avancer votre photographie. Mais le plus important, c'est pourquoi on fait ça. Ben, on fait ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, parce qu'on veut communiquer quelque chose au monde, quelque chose de soi, et par conséquent, quelque chose de singulier, de différent des autres. Si vous êtes 3 photographes et que vous faites les mêmes photos, c'est qu'il y en a au moins 2 d'entre vous qui s'est trompé. Vous n'êtes pas les mêmes personnes. Donc vous ne pouvez pas présenter les mêmes choses. Vous n'avez pas la même chose au fond du cœur. Vous n'avez pas la même histoire, les mêmes brisures, les mêmes souffrances, les mêmes fantasmes. Et c'est un des problèmes de la photographie professionnelle dans notre pays. Vous allez à Barcelone. À Barcelone, il y a une rue dans le Born qui s'appelle la Via de la Princesa. La Via de la Princesa, c'est une rue où il y a 12 ou 15 photographes, côte à côte. Vous savez, comme les concessionnaires dans les grandes villes. Il y a tous les photographes. Et de l'un à l'autre, aucun d'entre eux ne fait le même genre de photos. Il y en a un, il travaille qu'en noir et blanc. Celui juste après, il fait des trucs avec des décors, des couleurs. Le troisième, c'est des gens déguisés en super-héros. Le quatrième, il fait que des bébés, mais alors des bébés à l'ancienne, tu sais, sur les peaux de bêtes et tout. Etc., etc., etc. Aucun des photographes ne fait la même chose. Tous sont singuliers. Et donc, ils ne sont pas en concurrence les uns avec les autres, puisqu'ils font tous des choses différentes. Gucci n'est pas en concurrence avec Camaïeu, qui n'est pas en concurrence avec Zadig et Voltaire. Si vous faites tous la même photo, vous êtes tous en concurrence les uns avec les autres. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que les clients, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils tapent photographe Montpellier, par exemple, ou photographe Nîmes. Il y a des photographes à Nîmes? Non, ça se saurait, ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont taper photographe Montpellier. Ils vont regarder les 10 ou 20 photographes qu'il y a à Montpellier et ils vont aller voir leurs photos. Mais si c'est toutes les mêmes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont aller regarder les tarifs. Et quels tarifs ils vont choisir? Ben, les moins chers. Et donc vous allez tous vous tirer les uns et les autres vers le bas. Parce que si vous faites tous des photos singulières, que vous êtes les seuls personnellement à faire, bien vous n'êtes plus en concurrence les uns avec les autres. Alors les photos que je fais moi, elles ne plaisent pas à tout le monde, elles ne plaisent même pas à grand monde. Sauf qu'il n'y a que moi qui les fais. Donc moi, ma clientèle, ce n'est pas Montpellier ou l'Hérault, c'est le monde, le cosmos. Puisqu'il n'y a que moi qui fais des photos comme ça. Elles ne plaisent pas à grand monde, mais ma clientèle à moi, elle est immense, puisqu'il y a tous ceux qui peuvent aimer dans le monde ce que je fais. Ça change tout. Et surtout, ça permet d'être libre. Je fais ce que j'ai envie de faire. Je ne fais pas des photos parce que les clients aimeraient bien que je fasse ça. Souvent, on me dit, mais oui, mais toi, tu fais tes trucs, ton studio, tes machins, nous, on ne peut pas. Je dis, oui, mais moi, mes clients me demandent toujours des photos comme ça. Des photos moody. Et vous dites, ben oui, mais si je ne leur donne pas ça, ben, je perds des clients. Mais en même temps, qu'est-ce que les clients connaissent de vous? Si sur votre site, il n'y a que des photos qui correspondent à ça, c'est ça qu'ils vous demandent. Il ne vous viendrait jamais à l'esprit de rentrer dans une boutique dans laquelle vous avez vu en vitrine des enclumes pour acheter des baguettes bien cuites. Alors que peut-être que le mec, il vend aussi des baguettes bien cuites. Sauf que si je ne le sais pas, je ne pourrais pas en acheter. Ça signifie quoi? Ça signifie que vous devez travailler votre singularité. C'est-à-dire le fait que vous fassiez vos photos à vous, que vous rêviez. Alors ce mot n'existe pas. En fait, regardez, c'est ça. Ça s'appelle une anamorphose. C'est dans un hôpital. Vous passez, vous voyez ça, et vous décalez, hop, le réel n'existe pas. Il n'est qu'une question de point de vue. Pour voir ça, ben, il faut se mettre exactement au milieu du couloir. On se décale un petit peu, mais on ne voit plus ça. Pourquoi je vous parle de l'anamorphose? Eh bien parce que tout n'est que jeu d'anamorphose dans ce qu'on regarde. Tout à l'heure, je vous ai parlé de perspective. Je vous ai dit selon l'angle, la hauteur, la distance, on ne voit pas la même chose. C'est la même chose que quand je présente un modèle dans un escalier. Là, mon modèle, vous avez l'impression qu'elle est debout dans l'escalier. En réalité, elle n'est pas debout dans l'escalier. Si elle était debout dans l'escalier, vu que je suis au pied de l'escalier, vous auriez des jambes comme ça, mais vous auriez une toute petite tête, comme la tour Eiffel, vous savez, loin, loin, loin. Pour qu'elle apparaisse comme ça dans la photo, il fallait qu'en vrai, elle soit comme ça.
c'est dur. Et en étant comme ça, je recrée la réalité. Je fais une anamorphose. Et on va parler de lumière. Le problème dans la photographie, je le vois parce que ça fait 12 ans maintenant que j'enseigne la photographie. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'on vous enseigne des tas de trucs ailleurs, sauf l'essentiel. On ne vous enseigne jamais la lumière, au sens propre du terme. On ne vous enseigne jamais ça. On ne vous enseigne jamais la question de l'exposition au sens réel du terme. L'exposition, c'est un travail qui doit se faire sur la base de la mesure de la lumière incidente. Et la plupart des photographes que je forme, ils ne savent pas mesurer la lumière incidente. Ils ne savent même pas mesurer la lumière réfléchie. Alors la lumière réfléchie, c'est celle que vous mesurez quand vous utilisez le posemètre intégré de votre appareil photo. Et c'est souvent le cas. Et donc ça fait qu'au final, ils se retrouvent avec des photos peu qualitatives, donc elle va nécessiter un travail de retouche important. Et donc faire perdre du temps. Un truc aussi élémentaire que ça. Ça, alors les vieux dans la salle, normalement, vous vous rappelez? Ça, c'était sur les pellicules Kodak. Et sur les pellicules Kodak, sur toutes les pellicules Kodak, il y avait toujours ce petit schéma. Et ce petit schéma, il me disait quoi? Il me disait qu'en plein soleil, au niveau de la mer, j'ai F22. Qu'en plein soleil, un peu plus haut, j'ai F16. Que lorsqu'il y a des nuages, j'ai F11. Lorsque je suis à contre-jour, j'ai F8. Lorsque je suis en fin de journée, j'ai F5,6. Et à l'ombre, j'ai F5,6. Eh bien ça, si vous connaissez ce petit tableau-là, eh bien vous n'avez jamais de problème. Hein. Il fait soleil, F16. Oui, mais quelle vitesse et quelle ouverture? Eh bien, à vitesse et ouverture constante. Centième de seconde, 100 ISO, F16. 2 centièmes de seconde, 200 ISO, millième de seconde, 1000 ISO, F16, etc. Si vous connaissez ça, vous avez toujours la bonne mesure. Alors évidemment, ça varie, hein, s'il y a un peu des nuages, on ne peut pas. Mais bon, vous n'êtes jamais loin. Mais si vous connaissez ça, et que vous connaissez la dynamique de votre capteur, vous savez toujours immédiatement régler votre appareil photo. Moi, je sais qu'en plein soleil, en plein midi, en plein été, mon appareil photo, c'est F10, centième de seconde, 100 ISO. Et donc tout cela, c'est des notions élémentaires. C'est des trucs, mais on ne l'apprenait même pas de mon temps, quand j'ai commencé en argentique. On ne l'apprenait pas, c'était sur les pellicules. Donc nécessairement, comme c'était surtout des Kodak qu'on avait, c'était dessus, donc à force, ça rentrait. Mais ça n'est pas enseigné. Qui vous a enseigné la loi du F16? Alors, vous l'avez peut-être vu sur des tutos à droite à gauche, mais on ne l'enseigne plus. Pourquoi? Parce que ça apparaît sur l'écran de l'ordinateur. Mais je vous ai dit que ce que vous voyez sur l'écran de l'appareil photo, c'est une erreur. Et en fait, toutes ces choses-là, alors souvent, je suis pénible sur l'exposition, mais lorsqu'on sait parfaitement mesurer la lumière, on sait faire tout ce qu'on veut, quand on veut. On peut faire cette photo. Alors cette photo, elle a l'air de rien. Je me dis, ouais, facile. En fait, cette photo, elle est prise en plein été, en plein midi, en plein soleil, à f2.8, avec un flash. Et je n'avais pas de filtre ND. Le problème, je vous ai dit qu'en plein soleil, en plein midi, en plein été, c'est f16. Si je me mets à f2.8, vous racontez 5 diaph. Donc ça veut dire qu'il faut que je diminue mon temps de 5 diaph. Donc j'étais au centième de seconde. 2 centièmes, 4 centièmes, 8 centièmes, 1600 centièmes, 3200 centièmes. Est-ce que vous voyez où il y a le souci si je fais une photo à f2.8 au 3200 centièmes de seconde à 100 ISO? La synchro X, bravo, c'est bien. Donc on ne peut pas travailler en synchro X. Parce que la synchro X, même si vous avez un moyen format qui a une synchro X au 1600 centièmes de seconde, eh bien, vous n'êtes pas à 3200. Alors si, vous pouvez utiliser un filtre ND, mais je vous ai dit que je n'avais pas de filtre ND. Mais là, la seule solution, c'est de travailler avec des flashs HSS, High Speed Synchronization. Sauf que pour mesurer le flash HSS, il faut avoir un outil de mesure spécial et savoir mesurer un HSS. Il y a quelques années, on m'a dit, mais Nathalie, est-ce que tu pourrais nous faire un petit cours sur la mesure en HSS? Je me suis dit, je ne vais pas te faire un cours là-dessus, ça doit être écrit quelque part. Et donc j'ai cherché sur Internet, sur YouTube, s'il y avait des tutos, personne n'en parlait. Je suis allé voir le manuel de Sekonic, etc., comment mesurer un HSS. Il n'y en avait pas. Pourquoi? Parce que personne ne s'est jamais posé la question de comment mesurer un HSS. Donc j'ai fait un cours là-dessus, sur comment on mesure. Il n'y a plus besoin, il y a des écrans. Il y a l'intelligence artificielle, il y a Photoshop, il y a tout. Mais ça aboutit à quoi, tout ce que je vous dis? Ça aboutit au fait que moi, quand je fais des photos, entre le moment où j'ai placé ma lumière, déclenché l'appareil photo, et que la photo est terminée, il se passe un quart de seconde. Et que c'est fini. Et que ma journée de travail, c'est fini. Il n'y a pas Photoshop, il n'y a pas... S'il peut y avoir du temps sur l'editing pour chercher les bonnes photos, mais
J'ai rien à faire. Comment ça se fait que tous mes confrères, vous passiez des heures, des mois, des semaines à retoucher vos photos sur votre ordinateur? Alors que ça n'est que de la mesure et de la réflexion en amont. Donc on va faire une petite expérience. Je vous ai mis des petits gâteaux avec une ampoule au milieu. Combien d'ombres allons-nous avoir? Il n'y a qu'un seul soleil, il n'y a qu'une seule ampoule. 4! Bravo! Et elles seront multiples et elles partiront dans toutes les directions. Vous savez, j'ai une page Facebook et de temps en temps, je pose des questions. Et là, j'ai eu 75% des gens qui m'ont répondu qu'il n'y avait qu'une ombre. Pourtant, c'est quelque chose que vous observez dans tous les moments de votre vie. Je suis sûr que vous avez une pièce chez vous, vous n'avez qu'une ampoule. Ben, regardez les ombres au sol, produites par cette ampoule. Ben, vous verrez que les ombres, elles partent dans des directions multiples. C'est-à-dire que beaucoup de gens ne passent pas par la simple observation. Observez le monde autour de vous. Et en observant le monde, vous allez comprendre des tas de choses. J'ai des moments où les gens disent « mais t'es fada, Nathalie ». Je suis avec mon téléphone portable, vous savez, la petite lampe derrière, je fais des trucs comme ça pour regarder comment l'ombre se fait. Ou le soir, j'ai une petite liseuse dans ma chambre et alors je lève mon livre, je baisse le livre et je regarde l'ombre produite au mur, à quoi elle ressemble. C'est en observant, et c'est en observant que vous allez voir les choses apparaître. Alors ça, je ne vais pas en parler maintenant, mais j'en parlerai pendant le masterclass que je vais donner demain. Je pense que ça va vous passionner. Ça va être mes 2 derniers éléments de conclusion. Depuis tout à l'heure, je vous parle de lumière. Bon, évidemment, nous ne parlons que de la lumière visible. Hein, je ne parle pas des infrarouges et de tout le reste. Vous savez que les micro-ondes, c'est de la lumière aussi. Ce qu'on appelle lumière, c'est des ondes électromagnétiques. Donc nous ne voyons que certaines ondes électromagnétiques. Enfin, nous appelons ça voir. Mais ça n'existe pas. Enfin, plus exactement, la lumière visible n'existe pas. Parce qu'en réalité, vous ne voyez et vous ne verrez jamais la lumière. Regardez. Vous voyez ce spot-là? Il éclaire ma main. Vous voyez le spot et vous voyez ma main. Mais vous ne voyez rien entre le spot et ma main. La lumière qui vient du spot et qui vient à ma main, eh bien, vous ne la voyez pas. Ben, si vous avez des lunettes un peu sales, vous les voyez. Mais là aussi, qu'est-ce que vous voyez? Vous ne voyez pas la lumière, vous voyez ce qui se passe pendant le moment magique où la lumière rencontre la matière. C'est-à-dire lorsque la lumière rencontre ma main, ou que la lumière rencontre mes lunettes sales. Donc vous ne voyez pas la lumière. Là où ça devient très intéressant, c'est lorsqu'on voit ce que je vous montre maintenant. Vous avez une source de lumière qui est là, une boîte à lumière qui éclaire un rouleau de papier mat, un miroir, un morceau de plexiglas brillant et un morceau de carton satiné. C'est la même lumière qui éclaire ces 4 objets. Pourtant, sur chacun de ces 4 objets, la lumière va se manifester différemment. Ce que je vois, ce n'est pas la lumière, ce ne sont pas les objets, ce sont les reflets des objets. On ne voit que des reflets. On ne voit jamais la réalité. Selon comment la lumière éclaire les objets, selon quel angle elle a pour les éclairer, eh bien nous voyons un univers différent. Comprendre tout cela, c'est comprendre toutes les lois de l'optique importantes pour un photographe. Il y en a 9 et en 3 minutes, je vais vous enseigner les 9 lois de l'optique qui vous intéressent. La première, c'est l'absorption sélective. Ce qui fait que vous voyez une banane jaune, ce n'est pas parce qu'elle est jaune. C'est parce que toutes les longueurs d'onde qui arrivent dessus sont toutes absorbées, sauf le jaune, qui est réfléchi. Ça s'appelle l'absorption sélective. C'est ce qui fait que lorsque je plonge une paille rouge dans un verre avec du bleu dedans, eh bien la paille, elle n'est pas rouge, elle est noire. Vous avez le phénomène de transmission. Mais ça, c'est ce que vous voyez quand vous regardez à travers une vitre. Hein, vous ne voyez pas la vitre, sauf si vous êtes dans un certain angle par rapport à la vitre. Vous voyez ce qu'il y a dehors. Et ça vous permet de faire ça. Alors là, la tasse, ce n'est pas une tasse que j'ai dressée en lui disant « Kiki, saute !» On pourrait, non. « Saute, Kiki !» Non. En réalité, c'est une tasse sur une plaque de verre. C'est mieux comme ça. Mais ça, c'est l'application d'un phénomène optique qui est la transmission. Ben, c'est la même idée, le même phénomène. La transmission. La transmission, c'est magique. Ça permet de faire ça. Ça permet de faire apparaître le verre transparent, mais il fait bien apparaître le verre givré, tandis que le verre givré devant, il ne fait pas apparaître le verre transparent derrière. La diffraction, le mal. C'est marrant, je l'entends moins, mais avant, en général, quand je disais diffraction, j'avais toujours des vieux énervés. Ouais, la diffraction, c'est pas bien. Alors c'est quoi la diffraction? La diffraction, c'est lorsque on a un tout petit trou et que la lumière, au lieu d'arriver pile à travers, eh bien, elle tape sur les bords et elle part dans toutes les directions. Et ça fait un petit voile.
la diffraction. Et c'est ce qui fait qu'on vous a sans doute dit un million de fois, ne ferme pas trop ton diaphragme. C'est pas bien. Il ne faut jamais faire des photos à f16. Jamais faire de photos à f22. F22, c'est pas bien. Et moi, j'adore faire des photos à f22. Alors, j'adore ça parce que à f22, le soleil, il est comme ça, et c'est vachement plus joli. Et ça, les amis, ça, là, c'est de la diffraction. Au lieu d'avoir une espèce de tache blanche, là, moche, j'ai un putain de soleil qui fait comme ça, c'est plus super joli, mais c'est ça la diffraction. Mais c'est aussi un phénomène optique. Alors celui-là, c'est le plus important, c'est maîtriser la réflexion. Les lois de la réflexion, puisque je vous ai dit que tout ce que vous voyez, c'est de la réflexion. Là, vous avez deux tubes avec, donc en verre, et vous voyez le reflet de la lumière sur ces trucs en verre. Je vais faire une deuxième photo en baissant l'exposition. Et je vais baisser l'exposition de 15 diaph. Qu'est-ce que je vais voir? Le premier qui donne la bonne réponse gagne une tringle à rideau. Toi, tu sais? Eh bien, quand j'aurai baissé l'exposition de 15 diaph, je verrai toujours les reflets. Alors ça a l'air de rien, mais en réalité, 15 diaph, ça a commencé à être noir derrière aux alentours de moins 6 diaph. C'est-à-dire que 9 diaph encore plus fermés, je vois toujours mes reflets. Si vous comprenez ça, vous comprenez pourquoi la lumière réfléchie se mesure en candela par mètre carré et pas en lux. Si vous comprenez ça, vous comprenez pourquoi quand vous êtes à la campagne et que vous regardez la lune sur un lac, et que le lac est bien au repos, pourquoi le reflet de la lune est aussi intense que la lune elle-même. Parce que normalement, ça devrait vous poser un petit problème. Parce qu'on vous a répété un milliard de fois que la lumière variait en fonction du carré inverse de la distance. Et la Lune, elle est vachement loin, elle est à plus de 300 000 km. Donc inutile de vous dire que la lumière qui arrive sur la Terre, de la Lune, ben, c'est pas BZF. En plus, c'est la lumière réfléchie du Soleil qui est de l'autre côté. Pourtant, vous regardez le reflet sur le lac, vous regardez la Lune, c'est pareil. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi le reflet de la Lune est aussi intense que la Lune elle-même? Celui qui répond gagne 2 tringles à rideau. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai dit que la lumière réfléchie se mesurait en candela par mètre carré. Donc normalement, vous avez la bonne réponse. Par rapport à sa superficie réelle, est-ce qu'elle projette sur le... Alléluia! Exactement. Si on regarde la superficie réelle de la Lune, 2 tringles à rideau. T'inquiète pas, tu vois avec la dame là-bas, elle te les prépare. Tu prends la taille réelle de la Lune et tu la compares à la taille réelle du reflet que tu vois. Eh bien, c'est l'application concrète de la loi du carré inverse de la distance. Le reflet a une taille qui correspond effectivement à la lumière divisée par le carré de la distance de la Lune. Donc, le reflet, il ne va pas varier en fonction de sa luminance, mais en fonction de sa taille. Donc, le reflet qui est là, vous pourrez baisser l'exposition autant que vous voudrez, vous verrez toujours le reflet. C'est embêtant. En fait, le seul moyen de ne plus voir le reflet, c'est de changer l'angle de la lumière. Et c'est pour ça que maîtriser les lois de l'optique, notamment la loi qui définit ça, qui s'appelle la loi de Snell-Descartes, qui dit que l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion, ben ça vous permet de ne pas avoir de reflets là, ça vous permet de ne pas avoir de reflets dans les lunettes, ça vous permet, si vous faites des photos de bouteilles de vin, d'avoir les reflets au bon endroit, de bonne qualité, etc., etc. Ça vous permet de tout faire. En photo, le plus important, c'est, outre tout ce que vous devez apprendre, c'est de comprendre que tout est relatif. Il n'existe rien de vrai en soi en photographie. Tout est toujours lié à d'autres phénomènes. Et je vais vous montrer une photo qui a été réalisée par un confrère que j'aime beaucoup, qui travaille au Figaro. Bon, c'est son seul défaut. On va parler de ce jour particulier qui était le 12 mai 2020. Alors le 12 mai 2020, vous vous en rappelez tous, parce que c'est le moment où on a été déconfinés. On pouvait enfin sortir de chez nous, aller dehors. Et ce jour-là, tous les journalistes de France sont allés faire des photos des gens dehors, parce que c'était comme la libération de Paris, quoi. C'était un moment important de notre vie. Et il y a eu cette photo qui a fait scandale. Tous les journaux télévisés le soir ont dit « Regardez les Français, salauds! Ils ne respectent pas les distances de sécurité. » Et alors les gens « Ouais, c'est un scandale, regardez, ils sont tous à côté. » En réalité, une autre photo a été prise juste après par le même photographe qui l'a fait exprès. Parce qu'il était au Figaro, le but c'était de dire que les Français, salauds, tout ça. La même photo, même mieux.
On a juste changé un phénomène. Parce qu'en réalité, je vous ai dit que tout était relatif. Ce qui compte, ce n'est pas la distance réelle entre le photographe, son sujet, et le sujet et l'environnement, c'est la distance relative. Regardez, dans la première photo, le photographe est à 1 mètre du modèle, et le modèle est à 7 mètres, oui, 7 mètres du mur. Donc si on divise le truc, on a 1 fois, et puis après 8 fois. Donc le mur va paraître très 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 loin. Maintenant, on s'éloigne. Donc maintenant, il y a 3 mètres entre le photographe et le modèle, et ensuite 2 fois 3 mètres entre le modèle et le mur. Donc la distance est simplement 3 fois plus longue. Donc le mur va paraître beaucoup plus proche. C'est écrit pour conclure. Ouais. Pourquoi je vous ai mis cette petite vidéo? Vous avez remarqué, c'est le même lieu que la première vidéo que je vous ai mis au début. C'est le même lieu, les mêmes modèles, tout pareil, sauf que je ne fais pas la même chose. La photographie, elle n'est pas dans ce qu'on photographie. Elle est dans ce que vous avez dans la tête quand vous créez votre image. Puisque c'est ce que vous y amenez vous qui va faire apparaître la photo que vous voulez. Il peut faire nuit en plein jour, jour en pleine nuit, froid quand il fait chaud, chaud quand il fait froid. Les choses peuvent être plus loin qu'elles ne sont ou plus grandes qu'elles ne sont. Vous pouvez les rendre plus lisses, plus rugueuses, plus tout ce que vous voulez. En réalité, vous êtes comme un peintre face à une toile blanche. Si la photo est réussie, ça n'est que grâce à vous. Si elle est ratée, ça n'est que à cause de vous. Il n'y a rien d'autre. Et tout ce que vous y mettez, c'est ce que vous y avez amené. Alors parfois, on y amène des choses, on ne sait pas qu'on les amène avec soi, parce qu'on n'a pas réfléchi à notre façon de voir, à nos biais cognitifs, à nos préjugés, etc. Donc on fait un truc et on pense qu'on n'y a rien à amener de plus. C'est ce qu'on fait quand on travaille en automatique, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait quand on règle son appareil photo en automatique? Eh bien, la machine décide à notre place d'un certain nombre de choses, en fonction de critères qui ont été définis par la marque, les ingénieurs qui ont fait l'appareil photo, etc. Mais ça existe. Donc, le fait de connaître ces choses-là, ça permet de savoir comment la photo va apparaître. Le but de toute l'histoire et de tout ce que je vous ai dit ce soir, c'est quoi? Je vous ai expliqué qu'à mon avis, alors peut-être que je me trompe, mais la seule bonne façon de devenir photographe, c'est de le faire pour soi. Je vais vous raconter en 2 mots un truc qui me touche. Moi, je suis né de parents inconnus en Espagne, sous Franco. J'étais adopté par des Français et quand je suis arrivé à l'âge de 6 ans et demi en France, et quand je suis arrivé en France, la famille qui m'a adopté, qui avait beaucoup de sous, ils ont fait faillite. Et donc on s'est retrouvés, il n'y avait pas en rond à la maison, donc je suis arrivé dans un pays que je ne connaissais pas, avec une langue que je ne connaissais pas, et on s'est retrouvés dans une maison de vacances. Le seul truc que possédaient encore mes parents, qui était un cadeau qu'avait fait mon père à ma mère adoptive. Et donc on s'est retrouvés dans une maison de vacances, pas faite pour vivre l'hiver, dans un petit village au bord de la mer, et où il n'y avait personne. Il y avait 100 personnes qui habitaient l'hiver, c'était une ville prévue pour 45 000 personnes l'été. Et je me suis retrouvé seul, vous n'imaginez pas à quel point. J'avais personne à qui parler, je ne parlais pas la langue. Et puis même si j'avais bien parlé, il n'y avait personne dans le village. Et pendant longtemps, j'ai eu personne avec qui parler véritablement. Par ailleurs,
j'ai toujours eu du mal, moi, à parler avec les gens pendant très longtemps, jusqu'au moment où, à l'âge de 28 ans, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la photographie, je me suis retrouvé à être photographe. Je me suis retrouvé à être photographe parce que j'avais raté ma vie, parce que j'avais fait des études, mais je ne trouvais pas de place. Donc j'avais fait des études de philosophie, et je ne trouvais pas de place dans les facs, donc je n'avais pas de métier. Donc je me suis retrouvé à faire un faux CV pour rentrer à la maison de la radio, et grâce à un peu de piston, je suis devenu photographe à la maison de la radio, à Paris, sans savoir faire de photos. Je ne savais pas du tout faire de photos. Enfin, c'était... Je crois que j'avais fait 15 photos dans ma vie avant de faire ce job. Et il a fallu que je réussisse au moins à garder mon boulot, et donc j'ai appris. Et je me suis rendu compte que c'était la première fois que j'arrivais à communiquer quelque chose aux gens, quelque chose de moi, quelque chose de toutes les choses que j'ai jamais réussi à dire. Je n'ai jamais réussi à les écrire. Je n'ai jamais réussi à les faire passer, mais dans mes images, les sentiments, les émotions que j'arrivais à les faire passer. Et lorsque j'ai découvert ça, je me suis dit, ça y est, tu peux enfin communiquer avec le monde. Tu peux enfin échanger quelque chose avec les gens. Et c'est ça, être photographe. C'est avoir envie de montrer, de donner quelque chose de soi, d'unique, de singulier. Pas de faire des choses parce que c'est ce qui se vend. Si vous faites ça, vous serez malheureux. Vous serez malheureux toute votre vie de photographe. Et enfin, tout ce que j'ai appris, c'est qu'on peut y arriver. Je vous ai dit, moi je suis arrivé, moi j'ai fait un doctorat de philosophie, la photo, j'y connaissais rien. Je vous ai parlé de science pendant 1 heure. Mais la science, mais attends, j'étais nul, moi, au collège, au lycée. Maths, c'était une catastrophe. Physique, j'en parle même pas. Pourtant, j'ai réussi à comprendre des notions d'optique un peu avancées, et c'est celle que je vous ai expliquées. Donc, si moi j'y suis arrivé, n'importe qui peut y arriver. La seule façon, en revanche, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure en préambule, et je vais m'arrêter là, c'est de vous rappeler d'une chose cruciale, c'est que, en photographie, comme dans tous les domaines de la vie humaine, la connaissance, c'est le pouvoir. Si vous ne connaissez pas, vous serez toujours grugé par des vendeurs de matériel photo, par des hommes politiques, par votre mari, votre femme, votre cousin, qui vous voudrez. On se moquera toujours de vous. Vous ne serez pas conscient et libre de ce que vous faites. Apprendre correctement la photographie et la lumière, mais ça permet de devenir le photographe qu'on a envie d'être. Et j'espère que c'est la voie que vous emprunterez tous. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.